Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'ouvrir pour la première fois cette journée qui nous est chère à tous. Ravi et heureux de poursuivre le travail entrepris, initié il y a déjà 25 ans par Jacques Gravier. J'ai ainsi aujourd'hui la lourde tâche, la lourde responsabilité de lui succéder en tant que maître de cérémonie. J'espère que je m'en acquitterai comme il faut. On le voit donc, les hommes passent, les jours s'écoulent, et pendant ce temps, les chiffres, eux, eh bien, ils évoluent. Et c'est justement, vous le savez, tout l'objet de cette journée de l'économie que de suivre et d'analyser ces évolutions concernant l'officine. Alors, si on jette un œil dans le rétroviseur, on voit que 2023, on peut déjà dire que cette année, elle restera comme une année charnière. On n'est plus dans l'ère post-Covid, pas encore tout à fait revenu à un état de base, y reviendra-t-on un jour. Je dirais que nous sommes plutôt dans une année qu'on pourrait qualifier de post-Covid, si vous permettez, où le référentiel semble avoir changé à tout jamais. Ce qui est sûr, c'est que pour les journalistes que nous sommes, le millésime 2023 a été un bon cru. Autrement dit, une année riche en actualité. Parmi d'autres nombreux événements, nous retiendrons bien sûr une mobilisation des officinaux comme on n'en avait pas vu depuis 10 ans, mais aussi des négociations conventionnelles à rallonge qui ont fini par aboutir sur la signature en juin d'un certain avenant économique. Un avenant conclu dans l'urgence, se défendent les uns, dans la précipitation, estiment les autres. On ne tranchera pas aujourd'hui sur cette question. Ce qui est sûr, c'est que cette controverse a animé jusqu'à l'été une longue séquence de la vie syndicale. D'autant que, ça ne vous aura pas échappé, les débats ont été un peu compliqués, pimentés, je dirais, par une situation imprévue, puisque l'actualité politique est venue comme percuter l'actualité professionnelle. Dissolution de l'Assemblée, nouvelle majorité parlementaire, nouveau gouvernement, bientôt, on l'attend toujours, nouveau ministre de tutelle pour les pharmaciens, un jour. Ces derniers mois, le climat n'a été propice ni à la stabilité, ni à l'analyse, et encore moins à la prospective. C'est pourtant bien cela que nous allons nous efforcer de faire ensemble ce matin, analyser les chiffres de l'année écoulée et envisager autant qu'il est possible les tendances pour l'année en cours. Quels seront les véritables effets de l'avenant économique censé revaloriser la rémunération officinale? Quels curseurs peuvent encore être actionnés pour préserver encore l'économie et la stabilité du réseau? Je pense par exemple à la piste des biosimilaires et des médicaments hybrides, ou encore à la naissance du concept de pharmacie annexe, ou à la définition des territoires fragiles. Mais je voudrais déflorer aucun sujet. Toutes ces questions, j'en suis sûr, seront abordées ce matin. Sans préjuger du bilan économique que nos experts comptables vont détailler dans un instant devant nous, on peut déjà observer que plusieurs éléments viennent menacer l'équilibre du réseau, puisque les effets de l'inflation, qui commencent un peu à se dégonfler, se font encore sentir, les marges continuent de s'éroder, les baisses de prix se poursuivent, les fermetures d'officines s'accélèrent, les trésoreries restent tendues et de nouvelles inquiétudes viennent planer sur la vente en ligne. On l'a vu, devant ce tableau un peu sombre, la profession n'a pas choisi la passivité. Les syndicats militent, négocient, entretiennent le dialogue avec les autorités de tutelle. Quant au groupement, eux, ils imaginent des solutions originales. Vous verrez, nous en parlerons tout à l'heure. Je m'arrêterai donc là pour cette mise en bouche, car le programme de notre matinée s'annonce déjà bien chargé, et on a pris un petit peu de retard. Quelques mots juste sur ce programme. Comme chaque année, nous débuterons la journée en donnant la parole aux experts comptables qui dresseront le bilan économique de l'année. Puis, à 10h30, après une petite pause café, nous consacrerons notre table ronde à la question de la rentabilité des nouvelles missions. Et pour clôturer notre matinée, nous recevrons notre invité d'honneur, que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Vous découvrirez enfin que quelques nouveautés viennent cette année donner un nouveau rythme à nos échanges. J'emménage la surprise et laisse tout de suite Marie s'emparer du micro pour animer cette première session de chiffres. À toi de jouer, Marie. Tu as eu le temps de reprendre ton souffle. Bon, tu colles bien le micro. Il est bon. Bonjour à tous et merci d'assister à cette nouvelle édition de la Journée de l'économie. Donc traditionnellement, nous avons toujours notre plateau d'experts comptables. Et cette année, donc, j'ai le plaisir d'inviter, donc par ordre alphabétique, Bertrand Cadillon, donc responsable département pharmacie de Fiducial, Joël Lecoeur, président CGP,
Bastien Legrand, vice-président CGP, et Emmanuel Leroy, responsable national du réseau Professions de santé de KPMG. Je vous invite à rejoindre vos places. Alors Didier l'a dit, on a vécu ces dernières années d'une période exceptionnelle à tout point de vue. L'année dernière, nous l'avions vu, on pressentait quand même qu'on était un peu sur la fin de la queue de la comète Covid en ce qui concerne les chiffres de l'officine. Et cette année, on a l'impression vraiment que ça se confirme et qu'on entre dans une nouvelle ère. Ce que vous allez nous exposer, hein. On est quand même. Est-ce qu'on retourne à la normale ou on arrive vraiment sur tout à fait autre chose? Voilà, donc à vous la parole donc, pour nous exposer ces chiffres donc, du bilan 2023. Et vous nous réservez la primeur des chiffres du premier semestre 2024, ce qui est aussi très intéressant. Hein. C'était une demande qu'on vous avait formulée les années précédentes, parce qu'on est déjà en septembre, et vous avez eu la gentillesse, tous les quatre, de nous présenter ces premières tendances. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, on se retrouve cette année pour commenter les chiffres d'année 2023. L'échantillon qu'on a est basé sur l'ensemble des 3 cabinets. Chaque cabinet procède globalement de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des remontées qui se font des différentes agences et des différentes officines. Bien évidemment, il y a un travail de tri, il y a un travail de nettoyage des données. Et globalement, les chiffres qui vous sont donnés ici sont les données qui ont servi à élaborer nos observatoires, parce que chacun a ses observatoires. Et donc aujourd'hui, cet échantillon que vous voyez sur l'écran représente un peu plus de 3000 officines. Donc globalement, 16% des officines françaises. Globalement, d'année en année, on est à peu près cohérent sur l'échantillon. Un petit slide sur la méthodologie. En termes de méthodologie, comme je vous le disais tout à l'heure, on a globalement la même, c'est-à-dire que toutes ces données sont remontées. Les exercices qui sont couverts par nos observatoires diffèrent légèrement. C'est ce que vous voyez sur le graphe. Si je parle de fiducial, nous on a travaillé sur des officines qui clôturent au 30 juin jusqu'au 31 décembre. Emmanuel, KPMG, a travaillé sur des officines qui clôturaient aussi bien en janvier 2023, donc il y a une grande partie de l'exercice 2022 dedans, et puis son échantillon va jusqu'au 31 décembre 2023. Alors avec un peu moins de dossiers, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est surtout qu'on a peu de clôtures en janvier, on a beaucoup de clôtures comme dans l'ensemble des cabinets, j'imagine, en juin, voilà, en septembre, et on arrive quand même à intégrer des 31 décembre. Et pour finir, CGP a une fenêtre d'analyse de ces dossiers de clôture mars à septembre. Ensuite, la répartition, on est homogène cette année. On a une petite différence. Nous, on distinguait des zones urbaines et puis des officines de village. Donc aujourd'hui, on est homogène, c'est-à-dire qu'on distingue toutes les officines en zone rurale, les officines en centre commercial et ce qu'on appelle globalement les zones urbaines. Alors, rentrons dans le concret. Donc, l'évolution du chiffre d'affaires moyen. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de se projeter et de partir de 2019. On reviendra sur cette année 2019 parce que quelque part, vous verrez, dans beaucoup d'aspects, elle sert aussi d'année de référence. Et quelque part, on retrouve, il faut s'attendre maintenant à quelque part un peu oublier ces belles années de 2020 à 2022 et 2022 pour revenir sur des ratios plus communs qu'on connaissait avant. Qu'est-ce qu'on voit sur cette on voit légèrement une progression. Chaque cabinet, c'est ce que je vous disais en préambule, il y a une légère différence d'évolution de chiffre d'affaires. Ça vient de quoi? Ça vient effectivement de nos échantillons différents, des périodes de clôture différentes, et puis des tailles différentes aussi. Des tailles différentes entre les différents dossiers. Mais globalement, et c'est le travail que l'on fait chaque année, tous les quatre bientôt, c'est de justement regarder ce qui est cohérent et pourquoi on a des écarts.
L'année dernière, on avait franchi le cap des 2 millions, en fait, de chiffre d'affaires moyen. Est-ce pour autant aujourd'hui, donc là, on voit quand même que pour la deuxième année consécutive, bon, ça se perpétue, même ça augmente un peu. Est-ce pour autant un indicateur fiable de bonne santé de l'officine, en fait, ce maintien de chiffre d'affaires? Alors, ça devient de plus en plus compliqué de se baser uniquement sur le chiffre d'affaires. Vous pouvez très bien avoir un chiffre d'affaires qui reste étal, mais quand vous rentrez dans le détail, vous apercevez que ces évolutions, elles sont peut-être compensées. On va revenir sur les produits chers, on va revenir sur différents... Donc les lectures d'évolution de chiffre d'affaires deviennent de plus en plus délicates, même pour nous, et on est obligé d'aller un peu plus dans le détail, et on y reviendra tout à l'heure sur cette explication. Mais globalement, effectivement, l'évolution, et c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant, et bien effectivement, l'année 2022 était marquée par une évolution très très forte de l'activité. Aujourd'hui, 2023, l'année 2023 reste dans des progressions cohérentes. Alors, on est un petit peu plus fort, c'est les explications que je vous donnais tout à l'heure. Nous, on a plus de dossiers fin 2023, et du coup, on le verra dans les projections 2024. Ce chiffre d'affaires continue sa progression. Donc ça, c'est aussi un élément quand même positif, malgré le fait que ce que je vous disais, c'est que l'explication est de plus en plus compliquée. Et il faut tenir aussi compte de l'inflation. L'inflation. À l'exception de Fiducial, qui est peut-être un peu au-dessus de l'inflation, mais pour les deux autres réseaux, finalement, on est étal, si on tient compte de l'inflation. Oui, c'est des évolutions qui intègrent l'inflation et qui sont difficiles aussi à appréhender par rapport à tous ces critères. Je reviendrai sur les produits chers, mais c'est des évolutions quelque part qui quand même notent le fait qu'il y a encore de l'activité continue à progresser. Mais votre remarque est judicieuse, hein. C'est vrai que dedans il y a aussi l'inflation. C'est pour ça que le critère et mes confrères parleront de la marge brute et puis après de l'excédent brut d'exploitation. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires reste un indicateur, mais qui est de moins en moins pertinent en lecture directe. Joël Lecoeur. Oui, juste un petit mot sur le chiffre d'affaires. Si on revient juste sur le slide précédent, Bertrand, 2019, la référence, on voit quand même qu'on est passé de 1,9 million à 2,4 millions. On a quand même pris 500 000 euros de chiffre d'affaires en 5 ans. 5 ans, d'accord. Et que finalement, on a gommé, on avait 2021-2022, l'année Covid, mais on voit aujourd'hui qu'on n'a pas baissé en chiffre d'affaires malgré l'explosion du Covid en 2021-2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'évolution s'est faite quasi exclusivement sur les médicaments chers. Hein, les médicaments chers, je vous rappelle, c'est les médicaments qui dépassent 150 euros en prix fabricant hors taxe, hein, les 2 dernières tranches de MDL. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé sur l'exercice 2023? On a substitué du chiffre d'affaires Covid avec 95% de marge par des médicaments chers à moins de 5% de marge. Et on le verra tout à l'heure que l'impact, il n'est pas sur le chiffre d'affaires, il est sur la marge. Et c'est là que c'est compliqué parce que nos habits de la Sécu, ils regardent ce qu'ils remboursent, donc ils regardent le chiffre d'affaires. Et nous, experts comptables, on regarde ce qui nous reste dans la poche. Et c'est là un peu le drame aujourd'hui de l'officine, c'est que les chiffres montrent que ça va bien. En réalité, ça va pas si bien que ça. Autre précision aussi, j'en parlais avec Emmanuel tout à l'heure, nous on constate aussi les officines qui progressent en chiffre d'affaires et les autres qui progressent pas. Alors c'est des chiffres qui sont difficiles à comparer d'une année sur l'autre, mais nous on est, ce qu'on constate, on est à peu près à 20-25% de pharmacies qui progressent pas, et ce qu'on disait. Ouais, sur notre échantillon, on a quand même 40% des officines qui voient leur chiffre d'affaires baisser sur l'année 2023, hein, alors qu'on affiche en moyenne une progression du chiffre d'affaires. Donc il y a 40% qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Ce qui n'était pas le cas en 2022. Pas du tout. Alors si on va un petit peu plus loin dans la répartition de cette activité, on constate que globalement les évolutions des différents chiffres d'activité par taux de TVA restent cohérents d'une année sur l'autre. La partie A210 progresse. Alors il y a un effet mécanique, hein, et forcément, je ne vais pas rentrer dans de la mathématique, mais vous voyez les chiffres du Covid qui ont été quasiment divisés par 5
sur cette période-là, mécaniquement, le taux du 2,10 forcément progresse. Vous pouvez estimer la part des médicaments chers, justement, dans cette part Alors, sur les médicaments chers, donc on donne les seuils 150, certains prennent 500, d'autres 1930. Donc, dans notre dernier observatoire, puis je laisserai la parole aussi à mes confrères, mais nous, on est parti sur la partie 1930. 1930 €, c'est, pour rappel, c'est le plafond au-delà duquel il n'y a plus du tout de marge. Voilà. Et donc, dans notre échantillon, notre observatoire, ça représente 12% du chiffre d'affaires. Par contre, si on part sur... Si on prend en fait la tranche 4 et 5 de la MDL, donc les plus de 150 et les plus de 1930, on est entre 37,5 et 38% du chiffre d'affaires à 2,10. Donc, à 2,10. Donc, ce qui représente quand même une part de plus en plus significative. Donc, c'est sûr que, ça a déjà été dit, l'analyse du chiffre d'affaires sans regarder le poids des produits chers dans le 2,10, c'est un sujet de commentaire de bilan, mais c'est aussi un sujet de transaction, c'est aussi un sujet de viabilité de l'officine. Et si on parle de l'évolution des produits chers, on est autour de 20% d'une année sur l'autre. De croissance. De croissance. Messieurs, si vous voulez faire des commentaires sur les... Peut-être parler du poids à zéro, là, cette année. Oui. Le zéro, vous savez que c'était effectivement tout ce qui était Covid, entre les tags, les tests antigéniques et puis les tests antigéniques essentiellement et la vaccination. Donc on voit effectivement la chute. Donc vous voyez que sur 2023, au sein de CGP, on est à 0,57. Alors 0,57, c'est qu'on n'a pas le début d'année, parce qu'on se rappelle qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de tests en 2022. Donc forcément, dans notre échantillon, on n'avait pas l'impact de la fin du Covid 2022. Et on voit qu'on avait 3,62 et 5%. Donc on voit effectivement la part du Covid en 2022 qui a forcément disparu. Alors il reste encore un petit peu de zéro, encore un peu de vaccination, encore un peu d'autotest. Mais c'est vrai que c'est anecdotique aujourd'hui. Et donc ça, effectivement, ça contribue effectivement à l'impact sur la marge qu'on verra tout à l'heure. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est que dans la majorité des officines, on voit quand même une légère progression sur l'OTC, sur le 5,5 et sur le 10, mais qu'il faut aussi, là, pour la peine, rapprocher vraiment de l'inflation, puisqu'il y a quand même eu des grosses augmentations de tarifs. Et quand on regarde le chiffre d'affaires, on a à la fois des médicaments remboursables avec une baisse de prix et de l'OTC avec des augmentations de prix. Donc... voilà, tout ça doit s'analyser finalement composante par composante du chiffre d'affaires si vraiment on veut avoir en fait une analyse un peu plus fine de l'activité de l'officine. Finalement, le taux de TVA ne veut plus dire grand-chose. Le taux de TVA, de toute façon, on le choisit pas. C'est applicable. Mais je veux dire, la segmentation par taux de TVA. La segmentation par taux de TVA, forcément, aujourd'hui, elle varie en fonction principalement des produits chers. C'est ce qui fait aujourd'hui en fait bouger le mix entre les deux. Et puis, effectivement, il y a aussi du 5,5 et du 10 qui progressent avec l'augmentation des prix. C'est vrai qu'en comptabilité, on est obligé de tenir la comptabilité par taux de TVA, puisque le pharmacien est collecteur d'impôts, donc il est obligé de collecter sa TVA pour la reverser au trésor public, et qu'effectivement, on est contraint de raisonner. Alors effectivement, dans les autres taux de TVA, que ça soit du 20, que ça soit du 10 ou du 5,5, il y a aussi des médicaments, il y a aussi de la prescription médicale. Donc effectivement, on ne peut pas dire que la prescription, c'est uniquement le 2,10. Tous les taux de TVA sont concernés. Quand on annonce 72% de TVA à 2,10, en réalité, la part de la prescription, elle est plutôt à 80%, puisqu'il y a effectivement une part des autres taux de TVA qui rentrent dans la prescription médicale. Justement, vous avez beaucoup insisté sur les médicaments chers, et à raison. Et ça nous fait peut-être une transition pour la slide suivante. On se rend compte qu'effectivement, il y a une érosion assez nette de la marge brute, et que, comme vous l'aviez déjà signalé, c'est les médicaments chers qui pèsent justement sur cette marge brute. Oui, donc la marge brute.
Très bien. Bon, je pensais vous parler de BE, je vais vous parler de marge. C'est pas grave, très bien. Juste un petit point sur le chiffre d'affaires, parce que donc je m'appelle Emmanuel Leroy de KPMG. Vous l'avez vu, je suis très content d'être avec vous ce matin, encore une nouvelle fois pour échanger sur ces sujets. On a parlé de chiffre d'affaires. Je vous ai dit que dans notre échantillon, on avait quand même 40% des officines qui avaient une évolution de chiffre d'affaires négative. On est en train de parler de produits chers. On sait que les produits chers, ça tire le chiffre d'affaires vers le haut. Alors quid de ces 40%? Mais en fait, en discutant avec ces pharmaciens qui ont leur chiffre d'affaires qui baisse, je vois une réelle inquiétude et des pharmaciens qui me disent non, mais nous, en fait, on dit qu'on ne peut pas les délivrer, qu'on les a pas, parce que sur un produit qui fait 2000 €, je vais gagner maximum un peu moins de 100 € de marge. Mais par contre, s'il y a un couac avec la Sécu, si je ne suis pas remboursé, s'il y a un problème avec l'ordonnance, moi, je vais perdre les 2000 €. Je vais perdre 1900 €, on va dire, puisque c'est le coût d'achat de mes produits. Et là, il y a une vraie inquiétude chez certains de nos pharmaciens qui sont, pour certains, en trésorerie tendue, qui se disent, bah non, nous, les produits chers, on va les renvoyer vers un confrère. Moi, je suis en Ile-de-France, donc les pharmacies, c'est pas ce qui manque en Ile-de-France. Donc, on a toujours la continuité du service de soins est là. Il n'y a pas de sujet. Et c'est ce qui a un impact réel sur le chiffre et sur ces chiffres qui diminuent. Alors, pour parler de la marge, notre marge commerciale, en fait, c'est l'ensemble de la rémunération officinale. On ne prend pas juste la marge commerciale, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une boîte de médicaments ou d'une boîte de parapharmacie. On intègre l'ensemble de la rémunération officinale. Ce sont les honoraires de dispensation, ce sont les prestations, ce sont les nouvelles missions. On va dire que quand on les analyse dans nos bilans 2023, ça reste encore un peu marginal, extrêmement marginal. Et c'est aussi les coopérations commerciales qui peuvent arriver. Donc on est sur une évolution de cette marge brute globale qui est finalement le premier vrai indicateur intéressant dans le compte de résultat d'une pharmacie, puisqu'on a vu que le chiffre d'affaires était un indicateur qu'on regarde de moins en moins. On a une évolution, vous le voyez, de la marge brute qui diminue sur l'année 2023. Pour KPMG, on était quasiment à 740 000 € de volume de marge. Là, on parle de marge en euros. Le taux ne veut pas dire grand-chose. Un volume de marge à 738 qui descend à 673 en 2023, qui reste encore supérieur au volume de marge de 2021. On a une progression du volume de marge entre 2019 et 2023, avec des officines peut-être qui grossissent, parce qu'on voit une diminution du réseau officinal. Ça veut dire qu'on a des pharmacies qui ferment. Donc il y a un report, en fait, c'est ça. Il y a un report d'activité. Il y a un report d'activité, bien sûr. Il y a un report d'activité. Les patients ont besoin d'être servis. Alors il y a des zones, effectivement, notamment en zone rurale, où il peut y avoir des difficultés pour les patients à pouvoir bénéficier du service du pharmacien. Mais en zone urbaine, qui est à peu près la moitié de notre échantillon, quand une pharmacie ferme, soit parce qu'il y a un regroupement, soit parce qu'on en parlait, on a aussi un certain nombre de pharmacies, juste le bail se termine, on ferme le rideau, on laisse personne sur le carreau, juste peut-être ces patients qui sont répercutés sur les autres officines. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ce volume de marge qui va augmenter. Et je pense que c'est une tendance de fond qu'on va aussi constater sur les années à venir. Évolution du taux de marge. On en parle quand même de ce taux de marge. Le taux de marge, il est de 29,9% en 2003. On voit un très fort décrochage par rapport à 2021 et 2022. Forcément, sur les activités à 0%, nos activités Covid, on avait une marge qui était très importante sur ces activités, qui rémunérait les efforts qu'ont fait les pharmaciens pour répondre à un besoin de santé publique à cette époque de vaccination et de tests. On a donc un chiffre d'affaires qui a augmenté, Bertrand nous l'a montré, mais on a un taux de marge qui, lui, diminue fortement à 29,9%. On était quand même en 2019, on était au-dessus des 30. Et là, cet impact du taux, on le redit encore, ce sont les produits chers. Quand on gagne moins de 100 € sur une boîte à 2000 €, effectivement, ça va tirer vers le bas notre taux de marge. Ça ne veut pas dire qu'on gagne moins de marge. J'ai des clients souvent qui me posent la question, ils me disent mais finalement ça sert à rien que je vende des produits chers, j'ai pas de marge. C'est pas si vrai que ça. Quand on vend
un produit à 2 000 €. Effectivement, la rémunération de 100 € n'est pas très très élevée. Peut-être que sur la première dispensation, moi je ne suis pas pharmacien, mais j'imagine bien que pour la première dispensation, je vais avoir besoin de conseils en tant que patient. Donc le pharmacien va passer du temps à expliquer. Par contre, au renouvellement de l'ordonnance, ça se fera peut-être de manière un petit peu plus rapide. Et là, on va gagner ces 95 € en passant peut-être un petit peu moins de temps. Je crois que pour avoir 95 € de marge, il faut en vendre des boîtes de Doliprane aussi. Ça prend plus de temps. Voilà. Donc il y a ce sujet. Donc le taux, on va continuer à le regarder. C'est comme le chiffre d'affaires, on continue à le regarder. C'est comme le prix de vente des pharmacies. On continue à dire j'ai vendu tant de pourcentage de mon chiffre d'affaires, même si au fond de soi, on sait bien que c'est pas le ratio le plus important. Néanmoins, il faut revenir à peu près 10 ans en arrière pour trouver un taux de marge inférieur à 30% quand même. Absolument. Oui. Oui, mais sur un niveau de chiffre d'affaires qui n'a plus rien à voir. Donc, ce qu'il faut regarder, le pourcentage, c'est intéressant pour comparer les pharmacies entre elles, mais ce qui est intéressant, c'est la marge dégagée en euros. Et on vit tous avec les euros, on ne vit pas avec les pourcentages. Donc, c'est ce qui reste aux pharmaciens. Sa rémunération, il faut la chiffrer en euros. Tout à fait. Ça veut dire aussi que tous les calculs qu'on va faire par rapport à des taux, tout à l'heure, on parlera vous allez parler de l'EBE, on parle de masse salariale. On avait l'habitude de dire la masse salariale, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires. Est-ce que réellement, aujourd'hui, cet indicateur va toujours être valable ? Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la masse salariale moyenne d'une officine, c'est 37% de la marge. J'ai quand même plus du tiers de la rémunération officinale qui part dans la masse salariale. Voilà. Là, c'est un indicateur qui est important. Variation de la marge brute aux rémunérations officinales en valeur. En valeur, on a un vrai décrochage. On a 8,25%. Et vous voyez cette évolution entre 2019 et 2023. Finalement, les années exceptionnelles 2020-2022 ont été absorbées en 2023. Et je pense que on commence à sortir, on a sorti nos premiers bilans 2024, bien sûr, puisque on a eu des clôtures intermédiaires. Quand on regarde les chiffres, on voit que 2024, ça va être encore pire. On en reparlera tout à l'heure. CGP a fait un vrai travail sur ce qui se passe sur 2024. Je pense que quand on va se reparler l'année prochaine, les chiffres seront encore plus tendus pour nos officines. Est-ce pour autant que la cote d'alerte est atteinte, là, avec ces 8% de décrochage ? Sur une moyenne. Donc la cote d'alerte est plus que dépassée sur un certain nombre d'officines. Aujourd'hui, on a quand même dans nos échantillons des officines qui sont vraiment en très grande souffrance, avec des trésoreries qui sont dégradées, avec une rentabilité et une marge qui diminuent. Mais on a aussi un certain nombre d'officines qui surperforment, qui sont en capacité d'augmenter leur marge brute. Et c'est là qu'il faut travailler avec eux pour voir quels sont les leviers de croissance en fin de compte. Quels vont être les leviers de croissance qui vont permettre d'augmenter cette marge ? Il y a des solutions dans la nouvelle convention qui a été signée. Elles sont peut-être pas si faciles à mettre en œuvre là aujourd'hui à court terme, mais c'est là-dessus qu'on va devoir tous regarder quelles sont les officines qui s'en sortent le mieux et peut-être dupliquer leurs bonnes pratiques sur des officines qui sont plus fragiles. Mais on ne va pas se le cacher, on a quand même une partie du réseau officinal aujourd'hui qui est en telle difficulté que la sortie de crise est vraiment pas garantie. Après, si on peut juste rajouter, forcément, c'est moins 8,25 sur 2023, mais après, un plus 9 et un plus 14. Donc en fait, en euros, c'est la slide d'après, la marge n'est pas tant que ça dégradée finalement quand la retraite du Covid. C'est plutôt derrière les charges qui ont pesé sur l'officine, qui viennent dégrader la rentabilité. Après, vous voyez ce chiffre. On a une évolution de la marge en valeur qui avait fortement augmenté en 2021, qui avait fortement augmenté en 2022. Il faut faire attention. On est tous pareils. Quand nos revenus augmentent, on a tendance un peu à augmenter notre train de vie. Je ne suis pas en train de dire que les pharmaciens ont pris plus de rémunération. Je suis en train de dire que peut-être, sur certaines officines, on a été un peu moins attentif sur certaines charges, sur certaines dépenses. Et là, on se reprend en plein visage cette baisse de la marge. Là, c'est vraiment des euros.
j'ai 62 000 euros de rémunération officinale de moins pour CGP, 65 000 pour KPMG, on est à 30 000 chez Fiducial, donc on gagne quand même moins d'argent. Donc il va falloir aussi revoir les manières dont on va exploiter nos officines, revoir l'ensemble des coûts, et je pense que ça fait la transition avec l'excédent brut d'exploitation, puisque clairement on aura un impact. J'ai juste une question. Je crois me souvenir que pendant les années Covid, le mot d'ordre des experts comptables était aussi de dire à leurs clients « investissez, profitez de votre trésorerie pour investir dans du matériel, des robots, etc. » Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, certains ont peut-être mal paramétré cette donne et qui se sont engagés dans des frais ou des leasings trop importants? Alors évidemment, on a pu dire à nos clients « allez-y, profitez-en, investissez ». Oui. Mais on a aussi un certain nombre de clients qui étaient en difficulté avant la période Covid. Ça a été exceptionnel pour eux, puisqu'on voyait que c'est des officines qui étaient en grande souffrance, qui ont pris ces missions à bras-le-corps et qui ont retrouvé une bouffée d'air. Donc ça a permis à certains de revoir leurs besoins en fonds de roulement. On a pu payer des anciennes dettes fournisseurs qu'on avait un peu accumulées. On a pu peut-être se libérer de certains crédits, par exemple. On a peut-être embauché une personne supplémentaire parce qu'on en avait besoin, mais on n'avait pas les capacités avant de les payer. Sauf que la situation redevient à peu près identique à celle qu'on avait en 2019. Donc de nouveau, ces officines sont en souffrance. Et puis on a un certain nombre d'officines qui n'ont pas bénéficié du Covid. Donc pour celles-là, c'est plus compliqué aujourd'hui. Parce que si avec le Covid, j'ai pu avoir dégagé une trésorerie excédentaire, même si c'est un peu plus dur en 2023, j'ai de l'avance en trésorerie. Mais là, on voit bien que certaines pharmacies n'ont pas bénéficié de l'effet Covid. Et donc celles-là, elles sont en grande difficulté aujourd'hui. L'EBE. L'EBE, l'excédent brut d'exploitation, donc s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ce chiffre-là, puisque l'EBE, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, c'est vraiment ce que dégage la pharmacie. Et donc avec cet EBE, le pharmacien, il doit faire face à trois choses. Il doit faire face à son revenu, sa rémunération. Il doit faire face à ses engagements financiers, au remboursement de l'emprunt, et à payer la fiscalité liée à son activité. Et donc l'EBE, effectivement, l'EBE a diminué, puisqu'on avait 2021-2022 l'effet Covid. Donc on va vous dire l'EBE baisse, oui, l'EBE baisse, mais il faut surtout comparer l'EBE, on va dire, à 2019, à 2020. Et si on regarde l'EBE pour CGP 2020, on était à 284 000 euros, 281 000 euros en 2019, qui est un petit peu notre année de référence. On est à 305 000 euros, mais attention, dans les 305 000 euros, j'ai encore 13 000 euros de Covid. Donc en réalité, mon EBE retraité CGP hors Covid, on est à 292. Alors on passe de 284 à 292 en 4 ans. On a pris 8 000 euros d'EBE, on a pris 2 000 euros par mois. Alors est-ce que c'est suffisant? On voit bien que toute la marge excédentaire qu'on a vue tout à l'heure a été consommée par l'évolution des frais généraux et l'évolution de la masse salariale. Donc on ne peut pas dire que le réseau a performé en termes de rentabilité. On est revenu, on va dire, au niveau de 2020, au niveau de 2020, et on voit bien que les charges de la vie courante ont augmenté en 4 ans et que le pharmacien, il a forcément puisé dans son pouvoir d'achat, puisqu'il n'a pas maintenu son pouvoir d'achat. Donc l'EBE, c'est le critère essentiel, et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut que nos pharmaciens travaillent, et l'EBE, il va être en lien direct, on le verra tout à l'heure, avec Bastien sur le prix de cession des officines. C'est vrai que l'EBE, c'est le nerf de la guerre au niveau de l'exploitation. Le chiffre d'affaires, ça ne veut pas rien dire. La marge est un élément essentiel. Et puis l'EBE, c'est vraiment ce que dégage le pharmacien, encore une fois, pour assurer son train de vie. Et on voit bien que pour certaines officines, c'est compliqué, puisqu'on a vu que l'EBE n'a pas couvert les remboursements d'emprunt et la rémunération du pharmacien pour 2023. Je compléterai effectivement 2 choses par rapport à l'EBE. La première, c'est que on prend pas en compte là l'augmentation de l'échantillon. C'est-à-dire que finalement, comme en fait il y a finalement du report de certaines activités de certaines pharmacies, on a un EBE qui s'est stabilisé, mais avec des chiffres d'affaires qui sont plus importants. Donc au final, on a gagné la même chose pour une activité plus importante. Et après, la deuxième chose, et Joël l'a effleuré, c'est que il y a eu 15% d'inflation sur ces 3 années-là. Donc en fait, les 15% d'inflation ne se retrouvent pas
en fait dans le BE. Donc là où finalement l'inflation on va la retrouver au niveau des frais généraux et au niveau des frais de personnel, au niveau de l'EBE qui sert de base à la rémunération du pharmacien, en fait cette EBE-là n'a pas augmenté, alors que finalement la concentration du réseau fait que déjà il aurait déjà dû augmenter par cette concentration. Donc on peut dire que retraité de l'EBE et de la concentration, enfin de l'inflation et de la concentration, l'EBE il baisse. Voilà, sur la période. Et c'est ça quand même qu'il faut retenir. Même si facialement, en euros, on a conservé le même niveau. Juste si je peux rajouter, on a fait une petite étude, parce qu'en fait, ce qui nous a choqué, nous, quand on a regardé les EBE, c'est plus 15 en 2021, plus 21 en 2022, moins 22 en 2023. Donc là, on voit qu'on a des graphiques qui veulent pas dire grand-chose. On a essayé de lisser 2019, 2023. C'est quoi la progression de l'EBE 2019-2023 ? C'est à peu près 2% par an, si on lisse. D'accord ? Donc on a quand même une évolution du volume de l'excédent brut d'exploitation, mais 2% par an d'augmentation de l'EBE. Ça veut dire que le pharmacien, il ne va pas gagner plus d'argent. Hein. Ça veut dire que dans le même temps, on a eu quand même le coût du crédit qui s'est renchéri. Hein, et ça, tu l'as très bien dit, Joël, hein, notre BE ne nous permet pas, dans certains cas, de payer le remboursement du crédit. Et comparer ces 2% par rapport à l'inflation qu'on a eue sur ces dernières années, on voit qu'on est vraiment très en deçà. Vous l'avez maintes fois évoqué déjà ce matin, il y a une polarisation aussi sur le réseau entre des pharmacies qui se maintiennent ou qui même progressent et d'autres qui connaissent de réelles difficultés. Ça, c'est aussi un élément qu'on a retrouvé malheureusement. Est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui de nouvelles fermetures ? On sait que ça s'est accéléré déjà en début d'année. Est-ce que vous-même, dans votre pratique, malheureusement, vous perdez des clients ? Oui, tous les jours. Je pense qu'effectivement, il y a des pharmaciens qui ont du mal à trouver preneur. Hein. Aujourd'hui, vous avez des pharmacies qui sont à vendre à €1 symbolique et le pharmacien ne trouve pas preneur. Alors après, c'est dans certains cas particuliers, certains contextes. Et puis aujourd'hui, il y a une course à la taille, il y a une course effectivement regroupement. Donc on voit bien aujourd'hui que 2 pharmacies dans un même bourg, ça n'a plus forcément de sens parce que besoin d'économie d'échelle par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport au niveau de l'EBE, et c'est une tendance de fond qui, à mon avis, va continuer à s'accélérer. C'est une réalité. Alors après, faut essayer avec tout ça de maintenir le maillage territorial. C'est là la grosse difficulté aujourd'hui. Mais des gens qui sont à la veille de partir en retraite, qui trouvent par preneur, à un moment, ils baissent malheureusement le rideau. Hein. Alors après, oui, c'est une réalité. C'est une réalité, les officines qui disparaissent. Et puis bon, en tant qu'expert comptable, ça fait pas plaisir. Hein. Celui qui a bossé 20 ans dans sa pharmacie et qui baisse le rideau, bon, c'est pas joyeux. Mm. Alors après, il y a des fermetures qui sont provoquées. Hein. Vous avez le confrère qui rachète son voisin pour le fermer. C'est encore, on va dire ça, c'est une fermeture choisie. Mm-hmm, mais il y a certaines fermetures, effectivement, non choisies, qui posent problème sur le plan humain. Maintenir le maillage, c'est aussi le rôle des syndicats. Est-ce que vous, en tant qu'expert comptable, vous avez identifié dans la convention pharmaceutique des leviers susceptibles à moyen terme de relever un peu cette situation ? Après, je pense que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que aujourd'hui, parce que le pharmacien qui ferme, c'est qu'il n'a pas trouvé de repreneur. Donc la problématique est plutôt du côté des jeunes et comment attirer les jeunes dans certains types d'officines. Donc il y a effectivement aujourd'hui qu'on ne veut plus sacrifier vie pro, vie personnelle. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va vouloir du temps partagé. Donc forcément, dans une pharmacie seule au bourg avec un seul titulaire, ça ne va pas intéresser les jeunes parce que on a la problématique aussi que dans certaines communes, il ne faut pas se leurrer, l'État a tout abandonné. Donc pourquoi on va demander à un jeune médecin, à un jeune pharmacien d'aller dans un endroit où l'État est défaillant ? Parce que, encore une fois, et puis on a aussi un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, à une époque, on arrivait, on va dire, à ce que on sacrifiait la carrière professionnelle d'un des deux conjoints pour aller reprendre une pharmacie distante de 150, 200 km de ses bases en milieu rural. Souvent, le conjoint, il passait le BP de préparateur pour aider au comptoir. Hein. Souvent, c'était ça dans les couples. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus sacrifier la carrière pour un autre. Donc, on a un problème de mobilité aussi. Aujourd'hui, il y a certains jeunes
Si le conjoint, je sais pas, il est dans l'industrie automobile ou il est dans les télécoms, bon forcément l'endroit pour s'installer il est très limité. Donc on se plaint d'une mobilité des jeunes, mais il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Donc c'est compliqué aujourd'hui de mobiliser les jeunes dans certaines régions. Le problème vient pas toujours ni pas souvent finalement de la qualité ou du niveau de rentabilité d'une plus petite officine. C'est l'exercice qu'elle demande qui n'attire pas, mais c'est pas malheureusement propre à la profession de pharmacien. Nous, on le rencontre en fait dans les autres spécialités médicales. On essaye effectivement de monter en compétence sur les MSP, les CISA, les CPTS pour justement en fait arriver à mettre en territoire rural une zone de premiers soins qui soit suffisante pour en fait avoir une pharmacie avec une attractivité et des médecins. Mais ce qui est sûr, c'est que ces structures-là ne s'implanteront pas dans toutes les petites, dans tous les petits villages ou villes dans lesquels des fois il y a des pharmacies. Donc à la profession, à nous conseils et à nos clients que d'essayer de trouver en fait les clés pour provoquer des regroupements qui aient un sens et puis qui évitent en fait à certains pharmaciens de vendre pendant 5 ans, puis au bout de 5 ans, en fait, de fermer le rideau parce qu'effectivement, ils n'ont pas trouvé preneur. D'ailleurs, ce fera l'objet d'une autre table ronde tout à l'heure sur l'Interpro. Voilà. C'est exactement les le sujet. atouts ou les inconvénients de l'Interpro, justement. Ce que ça peut rapporter à l'Interpro, et surtout, au-delà de l'Interpro, c'est l'exercice en groupe. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent exercer en groupe, ils veulent plus exercer seuls et dans leurs officines. Et on voit bien, chez les médecins, c'est la même chose. Ils veulent exercer en groupe. Je pense que la clé, elle est là. C'est l'exercice en groupe. Voilà, continuons si vous le voulez bien sur donc le BE, le pourcentage, on va dire, le pourcentage c'est simplement pour comparer les officines entre elles, mais on voit bien que le BE en pourcentage a baissé ces dernières années cause Covid, mais on voit bien que par rapport à 2019, on a quand même perdu de 2 points entre 1,5 et 2 points 1,5 au niveau du réseau, enfin suivant les réseaux, mais je m'attarde pas dessus puisqu'il y a peu d'intérêt. Bon, l'évolution en euros, si on prend CGP, 31 000 euros en 2021, 58 000 euros en 2022, ce qui nous fait 89 000 euros, on perd 87 000, on a gagné 2 000 euros en 2 ans. Bon, on n'a pas perdu, mais bon, on peut pas dire qu'à 2 000 euros près, on a gagné compte tenu de l'inflation, c'est ce que évoquait Bastien tout à l'heure, je ne m'attarde pas plus que ça. Bastien, tu peux dire quelques mots sur les charges externes ? Oui, les charges externes, en fait, c'est vraiment le reflet de l'augmentation des charges. Donc tout à l'heure, vous l'avez soulevé un petit peu en parlant du post-Covid, en disant finalement, on a incité les clients qui souvent n'ont pas eu besoin d'être incités, l'ont fait eux-mêmes. Là-dedans, il y a des augmentations de charges qui sont liées à l'évolution de la profession. Il faut voir aussi qu'il y a des nouvelles missions, qu'il y a eu aussi du coup des adaptations des locaux. Il y a les robots, il y a la PDA, il y a les étiquettes électroniques. Aujourd'hui, on est quand même sur une informatisation, une digitalisation du métier. Quand on prend les prestataires informatiques, forcément, en fait, ça, c'est des charges qui pèsent de manière récurrente dans le résultat en fait des officines. Et ce poids ne fait qu'augmenter, puisque ça va dans le sens de l'exercice. Donc, quand on parle de course à la taille, il y a une course à la taille qui est liée à l'attractivité de la pharmacie, mais qui est aussi liée à la capacité de l'officine à supporter les coûts qui demain permettent en fait d'être attractifs et de faire effectivement les nouvelles missions. Donc, c'est un peu forcément le corollaire à l'augmentation de la taille des officines. Et donc, on voit qu'on est à plus 10%, si on veut résumer, aux alentours de 2022, et que là, on est aux alentours de plus 4. Bon, majoritairement, effectivement, c'est lié à l'inflation, à l'énergie, au coût d'énergie, et ensuite à l'informatique et à la robotisation. Et c'est une tendance qui, même si on peut pas, il peut y avoir certaines pharmacies dans lesquelles il y a eu des achats plus ou moins justifiés. On va dire que la grosse partie sont des achats dans l'informatisation et la robotisation des officines qui vont en fait encore grever ou en tout cas faire partie de l'activité officinale. Très bien, on en vient maintenant aux évolutions de frais personnels. Dans un contexte où lundi, les syndicats ont remontré les syndicats de salariés, la CPPNI, qui
c'est soldé par report. Voilà, bon, je pense que ça ajoute un petit peu du grain à moudre aux discussions, aux négociations. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, en fait, est-ce que ce sont des frais de personnel qui sont dus à l'augmentation salariale mécanique ou aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Leroy, aux embauches de personnel aussi? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a le fait que difficulté à recruter dans certains secteurs, donc un surenchérissement du COEF, notamment au niveau à l'embauche. Mais bon, le problème, c'est que si j'embauche quelqu'un, une préparatrice ou un pharmacien, à un coût supérieur à mon équipe, forcément, elles parlent entre elles ou entre eux. Et donc, forcément, ça implique d'augmenter le reste du personnel. Sinon, je veux dire, c'est la baignoire qui ne se remplit jamais. Et donc ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. On voit la surenchérissement du fait de la difficulté. Et puis, on voit cette tendance largement haussière. Vous voyez, plus 12, plus 9. Vous voyez, on est à plus 20 sur 2 ans. Alors, j'allais dire, les pharmaciens n'ont pas non plus attendu les augmentations de grille pour augmenter le personnel. Parce que si on n'augmente pas, on n'a plus personne. Donc aujourd'hui, on voit effectivement que dans les embauches, on n'est pas forcément au salaire minimum. Puisque, encore une fois, la grille conventionnelle, c'est un salaire minimum. Donc rien n'empêche le pharmacien de payer au-dessus de la grille. Alors moi, je suis un petit peu effaré parce que j'interviens en 6e année à la fac de Caen, et donc les étudiants de 6e année, quand ils sortent de la fac, moi, de toute façon, monsieur Lecoeur, moi je demande du COEF 600 dès que je sors de la fac. Je dis, mais attendez, vous savez rien faire. Les pharmaciens qui sont dans la salle, quand ils sont sortis de la fac, je pense qu'ils ont dû attaquer le COEF 450 au moins pendant 6 mois, 1 an, avant de passer au 500. Mais encore une fois, le COEF 600, c'est quoi ? C'est normalement un pharmacien adjoint qui encadre des adjoints. C'est ça la définition du COEF 600. Si oui, on en est loin. Et donc un pharmacien non taisé qu'on recrute 600, alors effectivement, faute de bras, le pharmacien cède, mais si un pharmacien qui cède, c'est un deuxième, c'est un troisième, et c'est vrai que c'est une vraie problématique aujourd'hui, d'autant que on voit bien le coût d'un pharmacien. Il faut savoir qu'un pharmacien COEF 600 chargé, c'est 81 000 € à l'année. 81 000 € à l'année, sachant qu'une personne à la vente, au comptoir, titulaire compris, on dégage en moyenne 105 000 € de marge par personne à la vente. Donc vous imaginez que si mon pharmacien qui coûte 81 000 € ne dégage que 105 000 € de marge, auquel dire que je suis loin de rentabiliser son poste. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'on arrive sur des niveaux de marge où ça va être compliqué à payer le personnel. Et bon, effectivement, si les syndicats professionnels sont très prudents sur l'évolution, effectivement, c'est une vraie problématique aujourd'hui, c'est que le niveau de marge ne permet pas de rémunérer correctement le personnel. Je vais juste faire aussi un commentaire sur ce qui nous attend 2024-2025, parce que il y a une inertie, et on le verra tout à l'heure dans les chiffres. C'est un peu comme un bateau. C'est pas parce que vous arrêtez le moteur que le bateau il s'arrête. Donc on le verra tout à l'heure, mais ces charges-là sont vraiment il doit y avoir une gestion sur le moyen terme, sur les 2-3 prochaines années. Alors aujourd'hui, compte tenu du contexte, le pharmacien est quand même très regardant. Alors c'est vrai que tout le monde s'est fait un petit peu avoir, parce que les chiffres d'affaires, on a vu qu'ils n'avaient pas baissé. Donc les pharmaciens étaient encore sur le trend du Covid. Donc en plus, une période où ils sont sortis fatigués, donc ils n'ont pas très été regardants sur leurs frais de personnel. Et où ils avaient de la trésor. Et ils avaient de la trésor. Donc, ils ont des fois confondu trésorerie et rentabilité. Et donc il y a certains qui se sont fait un petit peu piéger à garder un peu du personnel en sureffectif, mais on comprend après la fatigue du Covid et autres. Et forcément, quand on a sorti le bilan 2023, là, on a sorti les curseurs et on a dit attention là. Et là, effectivement, on a quand même aussi quelques pharmaciens qui ont été contraints de séparer de personnel pour retrouver un niveau de rentabilité suffisant. Et que le chiffre d'affaires, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, le disait justement Emmanuel, c'est la marge brute. C'est la marge brute qui doit être notre référence 100. C'est la marge brute qui doit être l'indicateur de productivité de nos pharmaciens. Et aujourd'hui, on ne parle plus de chiffre d'affaires par personne. Aujourd'hui, il faut parler marge brute globale par personne. Et ça, c'est ça le vrai indicateur de productivité de nos officines. Justement, vous avez évoqué le terme de productivité. Est-ce que justement, il y a une marge de progression en termes de productivité dans une officine ? Par salarié. Je pense que des marges, il y en a énormément, des marges. Il y a des marges de progression déjà sur la formation des équipes. Je pense que comme dans toutes les TPE
PME, il y a un vrai sujet de formation des équipes pour améliorer leur rentabilité. Mais c'est aussi, pour le titulaire, peut-être, parfois ce qu'ils font pas, c'est juste jeter un œil sur le planning. Parfois la réorganisation du planning, dans le respect des contraintes, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui tout le monde ne veut pas travailler tous les samedis, donc voilà, il faut jouer aussi avec ça. Mais en réorganisant le planning, on peut aussi dégager du temps, notamment pour les nouvelles missions. On sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Les nouvelles missions, c'est bien, il y a peut-être de la rémunération à aller chercher. Il faut des gens pour le faire. Si les gens ils sont déjà très occupés au comptoir, ils ne vont pas pouvoir le faire. Par contre, en regardant notre planning et en le modifiant, on peut trouver aussi des marges de progression. Et la formation. Je reste persuadé que la formation, c'est un bon levier. Et aujourd'hui, le titulaire, ça doit aussi être lui qui fait un peu la chasse aux tâches chronophages sans valeur ajoutée. Et donc, en fait, et Dieu sait qu'en pharmacie, il y en a. Et de temps en temps, vous avez d'un titulaire à un autre un temps disponible comptoir qui est très différent. Et forcément, ça fait quand même la différence. Quand il y a un titulaire qui ne fait pas de comptoir, parce qu'il est tout le temps soit en rendez-vous, soit en fournisseur, soit en papier, soit en gestion des caisses et autres, ça, c'est toutes des tâches qui ne produisent pas de valeur ajoutée client. Et là, je pense qu'on doit accompagner le pharmacien dans ces tâches pour que la tâche chronophage et qui n'est pas très intéressante soit plutôt déléguée et que effectivement lui il consacre plus du temps à ses équipes et à ses clients. Et juste pour terminer, je parlerai pas de productivité parce que c'est souvent un vocabulaire qui peut être mal compris, mais d'organisation, de planification. Les pharmaciens sont les premiers à dire que globalement il manque de temps. C'est la première raison d'ailleurs de constat chez eux. Donc c'est vrai que sur ce schéma-là, sur cette piste-là, il y a des progrès à faire. Nous, dans notre observatoire, là, c'est la première fois qu'on a sorti le nombre d'officines sur notre échantillon, qui est équipé d'un robot ou d'étiquettes électroniques. Alors on n'est pas des pro-robots, enfin c'est pas le débat. Mais globalement, aujourd'hui, vous avez un gros quart, c'est tout. Donc je dis pas que c'est la solution et que effectivement on reviendra après sur l'investissement et mais il y a aujourd'hui des pistes intéressantes à mon avis en termes d'organisation. Emmanuel parlait de planification. Effectivement, il faut que le pharmacien demain se penche vraiment de façon plus précise sur ses ressources qu'il a dans son officine. Et ça, c'est un métier de manager. Et quelque part, ça fait partie d'une casquette qui va être importante en 2024-2025 pour aller chercher des taux de marge. Et donc voir aussi que il faut aussi déléguer à des personnes extérieures. Je pense aux groupements qui peuvent aider pour les achats, libérer du temps pharmacien. Aujourd'hui, je pense que le pharmacien, il a besoin de libérer du temps médical. Et donc, il faut qu'il délègue un maximum de tâches, que ce soit la gestion du tiers payant, la gestion de sa compta, bien évidemment, mais la gestion des achats, se libérer un maximum de temps pour être efficient dans son officine. Alors, je pense que ça, c'est la clé aussi pour réussir demain. Plus que jamais, puisque vous allez maintenant présenter les chiffres donc, du premier semestre 2024. Et on voit que les tendances se confirment avec un léger redressement peut-être du chiffre d'affaires et de la marge brute. Néanmoins, on n'est pas sorti d'affaires. Est-ce que vous pouvez chacun commenter ces premiers ressentis, ou plutôt premiers chiffres du premier semestre? Là, vous avez le tableau de bord au sein de CGP qui s'appelle View Pharma. Donc, chaque pharmacien a son tableau de bord. Et là, c'est la compilation des 6 premiers mois de l'année en cumul fixe à fin juin. Donc, on a 6 mois d'activité. Donc, vous voyez qu'en termes de chiffre d'affaires, ça se passe plutôt bien puisque on est sur une croissance de 6%. On voit que tous les taux sont repartis à la hausse en termes d'activité, que ce soit sur le 5,5, le 10 et le 20. On voit que la partie Covid a disparu quasiment. Et des indicateurs que j'aime bien, c'est l'honoraire de dispensation, c'est l'euro à la boîte. On voit qu'on est en légère progression, 2,65. Et puis les honoraires à l'ordonnance aussi, qui ont plutôt tendance à performer à plus 7, donc 6% d'évolution. Mais attention, cette évolution, elle est liée
pour quasiment les 2/3 à l'évolution des médicaments chers. Donc vous voyez que les médicaments chers, sur 6 mois, on a 350 000 euros. Donc je vous rappelle que c'est les deux dernières tranches de MDL. On est à plus 12 sur les 6 premiers mois de l'année. Donc on continue cette progression des médicaments chers. Et ce que j'appelle les onéreux, les plus de 1930, progressent aussi dans la même proportion de plus 12. Donc vous voyez que c'est assez significatif, puisque sur 800 000 euros de chiffre d'affaires à 2,10, on a 350 000 euros de médicaments chers. Donc la progression est un peu faussée. Si on raisonne hors produits chers, hors médicaments chers, on est à plus 4, donc ce qui n'est pas si mal sur les 6 premiers mois de l'année. Alors on se rappelle que 2023, on n'a pas eu trop de pathologies. On a eu de la pathologie en 2022, énormément de pathologies en 2022, donc on va dire que c'est un peu un rattrapage. La marge, effectivement, même si en valeur elle progresse un petit peu, elle baisse en pourcentage. Vous voyez que là, pour l'instant, on est en dessous de 29. Donc on se plaignait déjà l'année dernière. Je me rappelle, j'avais pris le pari que la marge serait en dessous de 30% pour cette année. On est en dessous de 30 et on sera en dessous de 29. Je pense qu'on peut le dire en 2024, en fin d'année 2024. Mais là, attention, encore une fois, c'est la marge en euros qui va nous intéresser. C'est pas la marge en pourcentage. Mais encore une fois, le pourcentage, c'est un petit peu la référence. Et puis les frais de personnel, comme le disait très justement Bertrand tout à l'heure, ils continuent à progresser, puisqu'on est à plus 5,34 de frais de personnel sur les 6 premiers mois de l'année. Et vous voyez que là encore une fois, les frais de personnel en pourcentage croît plus vite que la marge brute globale. Donc on va encore être confronté à cet effet de ciseau qu'on a connu sur 2023. Donc voilà rapidement, en résumé, ce qu'on peut dire sur 2024. Un retraité, des produits chers. Ouais. Retraité des produits chers, on est à plus 4% d'augmentation de chiffre d'affaires, alors qu'on a des frais de personnel qui progressent de plus 5,34. En euros, oui. En euros, on a quand même une augmentation de marge supérieure. Maintenant, là-dedans, on n'a pas les effets frais généraux, coût de la dette, qui viennent aussi alourdir en fait les comptes de résultats des officines ces années-là. Très bien, merci au réseau CGP pour ces premières projections. Voilà, je vais compléter alors avec un autre regard et puis avec d'autres indicateurs. Voilà. Ce qu'on a fait chez Fiducial, on a pris une centaine d'officines de la grande région centre et puis on a fait la même analyse, mais on a essayé de la voir sur l'évolution mensuelle sur les 6 premiers mois. Donc on est de janvier à juin comparé 2024 comparé à 2023. Donc on est cohérent et bien évidemment avec ce que vient de dire Joël, on est globalement sur une évolution de l'activité de 8% sur ce panel d'une centaine d'officines. Si on va un peu plus dans le détail, on voit que l'activité à 2,10 augmente de 9%, donc on retrouve les mêmes raisons, les produits chers. L'activité à 5%, l'activité à 5%, à 5,5 évolue de 5%. La partie à 10% de 4%, et puis l'activité à 20% de 8%. 6. J'ai pas mes lunettes. Là aussi, il y a ce qu'on peut aussi nous constater, c'est que certains pharmaciens avaient pris un peu de retard à réajuster certains de leurs tarifs avec l'inflation. Aujourd'hui, ces corrections ont été faites, donc ça contribue aussi à augmenter le pourcentage d'augmentation sur l'activité à 20%. Charge de personnel, donc vous retrouvez en orange l'année 2024, 2023, donc c'est les mêmes officines, c'est vraiment un travail précis. Ça se passe de commentaires, voilà les évolutions, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même s'il y a effectivement une constatation et qu'on prend des mesures, c'est quelque chose qui va continuer encore quelques mois, et je pense jusqu'à 2025. Après, deux autres indicateurs qui sont assez... le nombre de clients par officine. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est une évolution qui est pas si forte que ça. Et c'est le paradoxe parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand même le nombre d'officines avec les regroupements diminue. Donc on s'attendrait à avoir un peu plus de clients par officine.
Donc là, l'évolution et la fin de, si on regarde mai-juin, on voit que ça se ralentit. Ça se ralentit. Alors, est-ce que c'est un effet saisonnier ou pas? Mais il y a un ralentissement par rapport à l'année dernière. Et puis, par contre, contrebalancé par une augmentation globale du panier moyen de 4,4%. Mais excusez-moi, le panier moyen, là, comprend toutes les... L'influence des produits chers. Et si on a un plus 1%, alors qu'on observe finalement une croissance autour de plus 6%, c'est que finalement, il y a une grosse partie qui est liée aux produits chers et l'autre partie qui est liée à l'inflation. Donc, l'activité de fond, quand on regarde les honoraires de dispensation et la fréquentation, bon, on va dire qu'elle est entre plus 1 et plus 2. Finalement, les honoraires de dispensation sont quand même vraiment un indicateur fort de la santé officinale. Et je crois, pour terminer, oui, c'était des notions de trésorerie, parce qu'on en a parlé beaucoup. Donc là, vous avez sur cette centaine d'officines l'évolution de la trésorerie. Donc il y a comparé en global sur les 6 premiers mois, on a une attrition de plus de 7% de la trésorerie. Donc là, vous avez le graphe de gauche, et celui de droite, ça montre un peu par tranche de trésorerie globalement sur ce panel. Alors nous, ce qu'on constate, c'est que quand on regarde cet échantillon, on est à peu près représentatif de la France entière. On verra si ça va se répéter cette année, mais globalement, c'est les évolutions qu'on contraste. Le dernier rang, je vais vous l'expliquer un petit peu, c'est que on a essayé de voir quelles étaient les trésoreries qui se dégradaient. Donc cette approche qui est assez connue en économie, c'est-à-dire qu'on regarde mois par mois l'évolution de la trésorerie par rapport au mois de l'année précédente. Et on regarde le nombre de mois où il y a une diminution de la trésorerie et le nombre de mois où il y a une augmentation de la trésorerie. Globalement, vous voyez que sur cette période de 6 mois, on a 57% des mois qui sont moins bons que les mois de l'année précédente. Voilà le regard qu'on pouvait avoir et compléter les données. Oui, donc en fait sur les prix de cession des officines, ce qu'on observe, c'est que ce soit chez nous ou chez nos amis d'Interfimo, une baisse du prix de cession à la fois en montant, en pourcentage du chiffre d'affaires et en multiple de l'EBE. Cette baisse, elle est plus importante en fait en pourcentage du chiffre d'affaires. Maintenant, il faut quand même, encore une fois, désolé si je me répète, mais intégrer que dans le chiffre d'affaires, il y a plus de produits chers. Donc forcément, c'est tout à fait normal et mathématique qu'on ait en fait une baisse de ce pourcentage-là. Pour être tout à fait complet, l'indicateur qui est le multiple de BE, donc celui-là, on a finalement enlevé l'impact de la marge sur les produits chers. Bon, il est quand même encore élevé sur les stats de 2023, puisqu'on est à 7,28. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que là, on observe les ventes 2023, dont certains compromis ont été signés en 2022 ou début 2023, dans lesquels l'euphorie qu'on a pu connaître un petit peu post-Covid sur les trésoreries, on l'a aussi connu un petit peu sur les prix de cession. Donc, c'est seulement, entre guillemets, maintenant qu'on commence, et je pense que ça sera plus marqué sur les stats 2024. On commence à avoir des vraies baisses de prix de cession qui seront plus marquées en fait à ce niveau-là, mais qui n'intègrent pas finalement les pharmacies qui se vendent pas. Et c'est là que en fait cette moyenne elle a des limites, puisque c'est un multiple qui est intéressant pour les pharmacies qui se vendent et qui correspondent au marché qui est recherché par les acquéreurs. Donc les officines qui font plus entre 1,5 et 3,5. Les autres officines, elles, en fait, comme elles ne se vendent pas, elles ne font pas partie de l'échantillon. Néanmoins, un retour à la raison. Un commencement de retour à la raison. Par contre, ce qui n'est pas intégré là, c'est le coût des frais financiers. C'est-à-dire que finalement, acheter 7,45 fin 2021-2022 de l'EBE et 7,28 aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 4, au final, le disponible pour le pharmacien, il est plus faible dans les prévisionnels. De toute façon, on le voit bien, et on le voit surtout dans les gens qui se sont installés en 2021-2022.
on a plus de difficultés aujourd'hui dans les bilans qu'on clôture là, de personnes qui ont racheté il y a 12 mois ou 18 mois, parce qu'il y a un coût financier important, parce que finalement, ce qu'on observe, on baisse de marge, eux, c'est leur première année. Hein, et donc déjà, dès le départ, en fait, ils sont confrontés à une trésorerie qui n'avait pas constitué avant. Donc eux, ils n'avaient pas ce matelas nécessaire. Et donc, on a un peu de difficultés, un peu plus de difficultés sur les jeunes installés. Voilà. Donc les prix de cession, ils ont commencé à baisser, mais pour intégrer complètement en fait le BE actuel avec les frais actuels et la conjoncture, ils doivent continuer à baisser. Est-ce que vous pensez que la baisse relative des taux d'intérêt peut jouer justement sur les prix de cession cette année et en 2025 ? Bon, je pense que sur la baisse des taux d'intérêt, faut pas se leurrer, elle sera très faible. Elle sera très faible. On ne va pas retrouver les taux d'intérêt qu'on a connus. Je veux dire, emprunter à 0,5 ou 0,6 sur 12 ans, l'argent était gratuit, donc c'était facile on va dire, de s'installer. Aujourd'hui, avec des taux entre 3,5 et 3,7 à peu près en moyenne, c'est ce qu'on sort. Bon, peut-être qu'on finira l'année à 3,20, 3,30, mais on ira à guère en dessous. Donc, je pense retrouver des taux à moins de 3, ça va être. Et donc, effectivement, cette hausse de taux, elle vient baisser la capacité à rembourser, puisque grosso modo, c'est à peu près 15 points. Donc, il faudrait que les officines se vendent 15% moins cher, donc on n'en est pas là. Et le comble, c'est que les personnes qui sont installées récemment sont un peu en difficulté, parce qu'on voit bien que le BE a du mal à couvrir les remboursements d'emprunt, mais c'est des gens qui ont mis plus d'apports personnels, parce que forcément, pour compenser la hausse des taux d'intérêt. Et on va dire que la hausse des taux d'intérêt n'a pas été prise en charge en totalité par les vendeurs. Alors ce que ça devrait être le cas, c'est comme l'immobilier. Encore une fois, on voit bien que l'immobilier est gelé aujourd'hui compte tenu des hausses de taux d'intérêt. Donc la pharmacie suit toujours un peu, le prix de cession suit toujours un peu la tendance des taux d'intérêt, mais on a eu des taux d'intérêt anormalement bas. Et tout ça, ça renchérit le prix des officines. Et aujourd'hui, on a encore une fois cet effet de ciseau et ça va être compliqué effectivement pour accéder aux officines. À suivre, donc, Monsieur Leroy. Oui, et puis ce qu'il faut se dire, c'est que l'ensemble des éléments qu'on vous a présentés ce matin, c'était dans un environnement politique, fiscal, social, connu. Quid de demain ? Ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, on est en train de nous parler des aides aux entreprises. Si demain, on remet en cause la réduction Fillon pour les petits salaires, ça aura un impact direct sur l'économie de l'officine. Quid du taux d'IS ? Aujourd'hui, on est à 25%. Certains disent que c'est trop bas, qu'il faudrait le remonter. Ça aussi, ça aura un impact. Ça aura un impact sur le disponible pour les pharmaciens, ça aura un impact direct sur le prix de vente. Donc on est quand même dans cette expectative aujourd'hui. Les premiers chiffres qu'on a de 2024, c'était toujours dans un environnement connu. Là, pour l'instant, on est dans l'inconnu. On n'a pas de gouvernement, donc ça ne va pas changer à très court terme, mais on peut quand même s'inquiéter sur ces sujets-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup tous les quatre, pardon. Merci. Des questions dans la salle. Pierre-Olivier Variot, Philippe Bessé. Merci. Oui, bonjour. Merci pour les chiffres. Vos chiffres, ils font mal. Ils font mal au réseau, mal à la profession. Quelque part, j'ai envie de dire, on avait raison quand on a voulu manifester, mais la CNAM n'a pas voulu écouter, n'a pas voulu entendre ce qu'on avait à dire. C'est basé, comme vous l'avez dit, sur ce qui remboursait, pas sur ce qu'on gagnait. On a pourtant essayé de le faire avec les comptables. Il fallait qu'ils entendent. Ils n'ont pas voulu écouter. Moi, je me dis, quel gâchis. Quel gâchis aujourd'hui, mais surtout quel gâchis dans l'avenir. Les chiffres que vous donnez sont pas réjouissants. On sait ce qui va se passer là. La trésorerie va baisser. Ensuite, les prélèvements vont baisser. Ensuite, ça va être les charges de salaire qui vont baisser parce qu'on va licencier. On n'aura pas d'autre choix. Et puis après, il va y avoir des fermetures. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, si le seul levier pour que les pharmacies s'en sortent, c'est de vivre sur les tombes des autres, là aussi, ça fait mal. Donc, je pense qu'il est grand temps de réouvrir de la négociation avec l'assurance maladie, si on ne veut pas aller au casse-pipe pour l'ensemble du réseau et mettre à mal le maillage. Philippe Bessé, vous vouliez ajouter ? Oui, un commentaire, merci pour cette analyse. Elle exprime de façon très très claire ce qu'on savait et ce qu'on avait déjà prévu l'année dernière. On s'en était parlé. Je me souviens l'année dernière où j'avais repris Philippe je l'avais dit qu'il y aurait une baisse de l'EBE. En
fait. C'était sûr. Et donc, on constate la baisse de l'EBE. Vous avez les premiers chiffres de 2024 qui sont en fait la résultante, la fin de cet épisode post-Covid, on va dire. On a connu le Covid, on a connu le post-Covid, et maintenant, on rentre dans une démarche d'avenir où on doit se projeter. Et donc, se projeter, il y a les produits et les charges. De façon assez claire, il va falloir qu'on réduise nos charges et qu'on fasse l'effort de faire des opérations de gestion qui sont parfois complexes, difficiles. Nous, nos discussions avec les salariés sont complexes, sont compliquées. Et donc, on va essayer d'y arriver quand même, mais c'est compliqué. Et donc ça, c'est effectivement le premier poste d'investissement de l'officine. Je ne parle pas de charge là-dessus, parce que c'est de l'investissement humain, ce qu'on fait avec nos salariés. Donc, c'est le premier poste d'investissement de l'officine. Voilà. Au niveau des produits, on a une partie de la visibilité. On sait que la croissance de la rémunération réglementée va être de 2% par an jusqu'en 2027, en euros. Donc ça nous donne une visibilité de l'investissement de l'assurance maladie. On espère pouvoir avoir, moi je compte 1% supplémentaire, grâce à un investissement sur les biosimilaires à venir, et ce n'est pas directement de la poche de l'assurance maladie, puisque c'est dans des négociations que nous avons avec les fabricants que viendrait cette amende-là. Donc on est sur du 2 d'augmentation à 3. L'inflation, l'INSEE nous la promet à 1,8 à la fin de l'année 2024. Bon, 2% versus 1,8, c'est tendu. 3% versus 1,8, c'est un petit peu mieux. Mais il faut absorber l'évolution de charges, parce que comme vous l'avez dit, le Titanic, il continue à avancer, et les charges qu'on a déjà programmées dans les années à venir, elles sont là. Et donc, moi je vous dis, aujourd'hui, on a une visibilité, modulo les problématiques politiques sur les impôts, etc., mais moi je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose en réalité. Donc, moi je vous dis, on a une visibilité. Cette visibilité, il va falloir qu'on vive avec au mieux. Et c'est, pour nous qui sommes des petits entrepreneurs, c'est important d'avoir de la visibilité. C'est le message de raison, peut-être un peu d'espoir, que je voulais donner en commentaire par rapport à votre présentation. Merci beaucoup. Laetitia Ible. Bonjour, Laetitia Ible, Pharmasystème Qualité. Moi, je voudrais faire le focus sur les 40% de pharmacies que vous avez décrites qui ont perdu du chiffre d'affaires cette année. On est passé assez rapidement dessus. On a parlé concentration, on a parlé médicaments chers, donc on devrait plutôt avoir une tendance à l'augmentation de chiffre d'affaires. Malgré tout, 40% des pharmacies ont perdu du chiffre d'affaires. Ça fait plus d'une pharmacie sur 3. Est-ce que vous avez identifié certaines typologies ou certains comportements ou certains, je ne sais pas, pharmaciens qui n'auraient pas saisi qui ne seraient pas montés dans le train de l'évolution ou dans le train de je ne sais pas quoi? Est-ce que vous avez réussi à identifier ces pharmacies? Parce que si demain, elles continuent à perdre du chiffre d'affaires, une pharmacie sur 3, c'est énorme en termes de réseau. Je vais prendre la réponse. En fait, dans les statistiques CGP, on décortique en fait les progressions de chiffre d'affaires par typologie d'officine, que ce soit en zone géographique ou en taille de chiffre d'affaires. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que ça focalise effectivement sur les officines qui sont plus en difficulté. Maintenant, il y a les moyennes, on l'a dans dur, et les officines qui font moins d'1,2 million de chiffre d'affaires sont quasiment à 80% toutes celles qui composent ces baisses de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on a un marché à deux vitesses. On a un marché avec des officines plus elles sont importantes, plus elles connaissent de la progression. Et les officines qui font moins d'1,2 million, finalement, baissent de chiffre d'affaires. Parce que plusieurs choses, vous avez parlé, donc les produits chers. Je pense pas qu'on puisse faire le lien entre taille d'officine et produits chers, puisque finalement ça dépend de la pathologie en fait des clients. Par contre, ce qui est sûr, c'est la capacité
à avoir embrassé certaines missions qui, au bout d'un moment, en fait, amènent du flux. Ces missions-là, elles ramènent en fait des clients dans les officines, et à force de ne pas soit les avoir mis en place, soit de ne pas avoir pu les mettre en place, soit pour des problématiques de personnel disponible, soit pour des problématiques de locaux, en fait, ces officines-là continuent en fait à sous-performer le marché. Donc les nouvelles missions sont un vecteur de fidélisation et d'attractivité de l'officine, même si on peut se plaindre du niveau de rémunération, mais c'est pas le problème de rémunération. L'intérêt, c'est de fidéliser et d'amener du trafic dans l'officine et maintenir du flux. Et je pense que les nouvelles missions sont, sans être, c'est un appel. Oui, c'est un flux qui va vers d'autres pharmacies. Non, bien évidemment que une moyenne, c'est une moyenne. Donc dans les pharmacies qui baissent, le gros représente des pharmacies de moins d'1 million ou 1,2 million, pas forcément que en zone rurale, d'ailleurs. Les zones urbaines, en fait, elles ont la même difficulté. Les petites pharmacies de centre-ville. Maintenant, il y a aussi forcément, on voyait d'ailleurs dans BFM Télé ce matin, ils faisaient un reportage sur une pharmacie sur une commune du Pas-de-Calais qui venait de perdre ses 3 médecins en même temps. Bon, forcément que même si cette pharmacie, elle faisait 1,8 million, demain, en fait, elle risque de perdre 20% de son chiffre d'affaires. Là, comme ça, je ne sais pas vous. Peut-être pour apporter un autre éclairage aussi qu'on peut avoir nos fichiers dans nos observatoires. Globalement, je disais tout à l'heure qu'il y avait une augmentation globale de l'activité, du chiffre d'affaires. Ce qu'on constate dans notre échantillon, c'est que cette évolution, elle est moins forte pour les pharmacies en zone rurale. Autre éclairage, là on parlait de fréquentation. Les fréquentations sont un peu moins, la progression de la fréquentation du nombre de clients est un peu moins forte en zone rurale. Après, c'est vrai que c'est difficile de croiser parce qu'en zone rurale, vous avez toute taille aussi de pharmacie. Mais voilà un éclairage. Alors après, en tirer des conclusions, c'est peut-être prématuré, mais voilà ce qu'on constate, c'est que il y a quand même une évolution de l'activité, mais moins forte. Des fréquentations qui sont moins fortes aussi. Et donc du coup, à la fin, mécaniquement, mais ça c'est valable dans d'autres domaines que l'officine, quand vous avez des plus petites structures, c'est plus difficile d'encaisser des variations de ce type-là. Emmanuel Leroy. Juste pour compléter sur l'évolution de chiffre d'affaires, on parlait tout à l'heure des investissements qu'on a dit à nos clients de faire en sortie de Covid finalement. On s'est retrouvé, alors la période Covid a été une période faste pour les professionnels de santé, mais une période beaucoup plus compliquée pour le commerce de proximité. Et on se retrouve aujourd'hui avec des officines qui ont la capacité d'augmenter leur surface parce qu'il y a un commerce attenant qui a dû fermer. Voilà. Et les investissements se sont aussi portés là-dessus. Et quand vous avez une officine dans votre ville qui augmente sa surface et donc va augmenter son offre, elle va être plus attractive et elle va pénaliser les autres officines qui ont peut-être un local un peu plus contraint. Donc déjà, c'est compliqué pour eux de faire les nouvelles missions, mais en plus, c'est compliqué d'avoir une offre aussi importante que les autres officines. Donc je pense que, notamment dans les villes moyennes et plus grosses, ça a un impact. On va prendre encore 2 questions, Christophe Legall. Oui, bonjour. On parlait de visibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une notion de l'impact de la baisse des prix qui est quotidienne dans les officines aujourd'hui, la baisse des prix des médicaments par rapport à la marge brute de l'officine? Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui dans les officines, dans le panel que vous avez, l'impact de la baisse des prix qui aujourd'hui est quotidienne? On n'en a pas parlé de la baisse des prix. C'est vrai que vous savez qu'il y a un indice INSEE tous les mois qui sort sur la baisse des prix pour 2023. L'ensemble des médicaments remboursables, moins 1,65. Donc déjà, on démarre au 1er janvier avec moins 1,65. Mais l'impact que ça a au niveau de la marge? Alors, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la marge, ce que moi j'ai observé dans le panel, puisqu'on analyse, la marge par tranche de MDL, je me suis aperçu que sur 2023, sur les premières tranches de MDL, on avait une baisse assez significative du nombre de boîtes vendues, des prix et aussi de la marge. Et sur cette première tranche de MDL, sur ce qu'on a sorti en statistique sur l'année 2023, on est quasiment à moins 3% de marge sur cette première tranche de MDL. Alors, ça paraît pas beaucoup,
mais c'est assez significatif. Et donc, ça a, à mon avis, un impact au moins d'un demi-point sur la marge brute globale. Cette baisse de marge, mais surtout concentrée sur les médicaments peu chers. Et j'étais assez surpris, on a d'ailleurs échangé avec les syndicats sur le sujet, parce que quand j'ai sorti mes premiers bilans 2023, je dis là, on a un problème, et on voit une érosion de la marge sur ces médicaments peu chers par rapport à l'impact des baisses de prix. Et c'est quand même la grosse cavalerie de l'officine. Alors, je ne vous parle pas de tout ce qui arrive, entre le matériel médical, les LPP, etc. Mais c'est vrai que oui, la baisse des prix va avoir un impact assez significatif et on voit bien qu'il y a une accélération sur la baisse des prix par rapport à ce qui était prévu dans le projet de loi de finances et puis ce qui se passe réellement sur le terrain. On a une accélération des baisses de prix et on va être, je pense, au-delà de l'objectif de l'État sur cette baisse de prix. Et il y a un autre impact, c'est les ruptures également, qui font des achats qui sont moins coordonnés. La rupture, et puis on le voit notamment au niveau des remises génériques. C'est assez flagrant qu'on observe une baisse assez significative des remises avant génériques du fait des ruptures, puisque effectivement, quand vous avez un génériqueur principal, vous avez un certain taux de remise. Et puis s'il est en rupture, vous allez voir le second ou le troisième, et là vous n'avez plus la même remise. Et on voit bien, nous, dans nos statistiques, une baisse assez significative de quasiment 2 points de baisse de remise sur le générique. Ouais, c'est clair. D'accord. Est-ce que vous avez également une notion des stocks dans les officines? Est-ce que le stock a évolué dernièrement ou il est assez stable par rapport aux années précédentes? Alors c'est un critère qu'on a dans l'observatoire. Il y a une augmentation du stock. Je crois qu'on est sur 9%. Donc on gagne. Enfin, on gagne. Il y a une évolution d'1 point. Donc il y a augmentation. Ouais. Vous le trouverez dans l'observatoire fiducial. C'est un indicateur qu'on suit. Et on reste entre nous, mais il y a certains pharmaciens qui ont monté volontairement leur stock pour les problèmes de manquants. Bien sûr. Alors souvent lié à ça, oui. Voilà. Donc on le voit parce bien, que les produits chers, on les stocke pas en fait. Non, et généralement ils sont, voilà. Et en plus, l'intérêt c'est qu'ils sont payés par la Sécu avant d'être réglés aux grossistes ou au laboratoire. Donc ce qui amène un flux non négligeable de trésorerie. Mais on voit bien effectivement une hausse des stocks, notamment par certains qui ont un peu surstocké. Ouais. Et je voulais juste compléter, je parlais tout à l'heure de l'évolution, que le pharmacien doit intégrer dans les 2 prochaines années, je parlais du management, mais quelque part, le pharmacien doit être encore plus gestionnaire. Effectivement, on a évoqué l'attrition de la trésorerie, vous évoquez les stocks, alors il y a toute une évolution et puis un ensemble de choses, mais c'est aussi des postes qui doivent être traités et observés dans les prochains mois. C'est vrai que l'appui des groupements pour ça est important. Alors, Guillaume Racle avait une question, mais elle a été posée, je pense. Bon, donc, Monsieur Bessé, et après on termine parce qu'il y a la pause. Et sinon, vous grignotez votre pause au café. Voilà. C'est une observation par rapport à ce que dit Christophe, qui est très important. Ce qu'il faut comprendre, je vais inventer un mot français, un mot nouveau au travers de ma démonstration. En fait, il y a des effets pathogènes sur la marge. Les effets pathogènes, c'est les baisses de prix, les ruptures, et tu as oublié quelque chose, les déremboursements. On a eu notamment les produits radio qui ont été déremboursés dans les années à venir. Donc on a des effets pathogènes sur la marge. Mais il y a des effets salutogènes. Les effets salutogènes, c'est le vieillissement de la population, c'est les nouveaux produits qui remplacent les anciens, et les nouveaux produits qui sont des innovations thérapeutiques. Je pense à Befortus, aux vaccins, à pas mal de vaccins qui arrivent. Et en fait, ce qu'on regarde, nous, mais avec précision, c'est quelle est la balance entre les effets pathogènes et les effets salutogènes sur la marge. Et ça doit faire +2. En fait, la balance entre les 2 effets doit faire +2. Et moi, j'ai les yeux rivés sur ça, mois par mois. Et tant que c'est positif, donc on les suit avec IQVIA, bien sûr, qui est quelque part dans la salle cachée, et on regarde ça, et pour l'instant, c'est bon. Ça ne veut pas dire, c'est dangereux, parce que +2, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas beaucoup. Et puis les charges, elles peuvent augmenter vachement plus que +2. Donc je parle moi juste de visibilité, et aussi de vérification du fait que les effets salutogènes sont supérieurs aux effets pathogènes sur la marge.
Ce sera le mot de la fin pour cette partie-là. Je vous propose de prendre rapidement un café, un expresso même, on pourrait dire, en 10 minutes. Et on se retrouve là dans 10 minutes à 10h50, si vous voulez bien.